qu'il ne s'agit pas uniquement d'échange de marchandises, mais également de permettre la libre circulation des hommes. Des hommes, ça c'est très important. Paris a reçu avec M. Spaak et ses collègues ministres des Affaires étrangères les 5 chefs des gouvernements invités de M. Guy Mollet qui sont appelés à former la première Europe des temps modernes. L'Euratom et le marché commun seront, comme on le sait, les premières bases de cette construction européenne dont le principe est maintenant affirmé. Bien souvent, on imagine la construction européenne comme un processus animé par des gens généreux qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, auraient voulu créer un cadre consensuel entre les nations européennes, un cadre dans lequel on aurait oublié les égoïsmes nationaux et dans lequel on formerait une communauté soudée de destin et de culture. Alors derrière ce grand projet, on renvoie en général un certain nombre de figures, que ce soit Jean Monnet, Robert Schuman, que ce soit Paul-Henri Spaak, ou un certain nombre d'autres acteurs importants, et souvent en oubliant que ce qui les a animés n'a pas forcément été uniquement des idéaux pacifistes et humanistes, mais aussi des enjeux géostratégiques importants, des enjeux qui sont ceux de la guerre froide, et aussi des intérêts économiques qui visaient à reconstruire un marché européen. L'Assemblée nationale a mis à son ordre du jour l'idée d'un marché commun européen. La question se pose ainsi. Aujourd'hui, l'Europe, dans son compartimentage actuel, n'est plus à l'échelle du monde. Si les murailles de ces marchés nationaux viennent à tomber, elle devient un grand marché de 160 millions de clients. Mais aujourd'hui, où les poteaux frontières font toujours souvenir du traité de Westphalie, l'Europe des longs routiers vit encore comme voici 300 ans vivait la France des mousquetaires et des provinces. À cette époque, le commerce entre Dijon et Reims était aussi coupé de barrières, de douanes, d'octrois et d'interdictions qu'il l'est aujourd'hui entre Lille et Amsterdam ou entre Lyon et Hambourg. Ce n'est pas seulement quelques compagnies industrielles, mais c'est des groupes financiers qui sont déjà des trusts dans différents pays respectifs de l'Europe qui sont à l'origine de ce projet. Donc vous avez toute une série de réseaux qui ont amené à l'Europe. Paul-Henri Spaak est parmi d'autres figures importantes de l'histoire européenne, un qui est inscrit au cœur de ces réseaux, qui est un homme fort du Parti socialiste, mais avec un ancrage européen, très proche des milieux d'affaires, notamment par son héritage familial, très proche aussi des intérêts américains. Qui sont les instigateurs du traité de Rome? Jean Monnet, commissaire général au plan au sortir de la Seconde Guerre mondiale, puis président de la haute autorité de la CECA. Il doit sa fortune au trafic d'alcool aux USA pendant la Prohibition. Il a coprésidé la Banque America Blair avant de s'associer au groupe Lazare. Paul-Henri Spaak, ancien Premier ministre belge et président de l'Assemblée commune européenne, il deviendra secrétaire général de l'OTAN 2 mois après la signature du traité. Puis administrateur du groupe ITT, spécialisé dans l'armement et les télécommunications. Et voilà, donc on a des personnalités dont on a souvent un discours autour qui est un discours très généreux en termes de valeurs, de morale, de père fondateur. Et probablement que ces personnalités ont été aussi évidemment touchées par la guerre avec une volonté de faire une Europe en imaginant que cette Europe pourrait être un rempart contre la guerre. Mais au départ, il y a d'abord et avant tout des intérêts économiques et toute une série de personnalités qui défendent presque systématiquement d'abord leur bourgeoisie nationale, avec pour certains d'entre eux aussi des liens privilégiés du côté des réseaux atlantiques.